On a sélectionné 4 entreprises innovantes qui ont développé un concept de mobilité. Donc on verra la mobilité au sens large. Donc ce sont des startups qui développent des produits. Et pour ça, donc, on a 4 candidats et un jury qui va nous permettre de comprendre, de voir la valeur apportée par ces projets. Dans le jury, nous avons Marion Nicolas. Bonjour Marion, Bonjour. tu m'entends bien? Oui, tout à fait. Bonjour Florian, bonjour à tous. Alors du coup, Marion, tu travailles au sein de Indulo, donc un espace. Alors, est-ce que c'est un lien avec ce qu'on a dit juste avant? Est-ce qu'on peut parler d'un Fab Lab? Alors non, on n'est pas sur un Fab Lab, on est vraiment sur un espace de médiation industrielle. Notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir l'industrie et ses métiers. Et on le met en lien avec la mobilité parce que notre objet, notre outil, c'est la pédale de vélo. Ah bah voilà, parfait. Donc on est bien dans le sujet. Pour également, dans le jury, j'ai avec moi Pierre de PIM Mobilité. Pierre, tu nous entends bien? Oui, je vous entends. Bonjour, Parfait. enchanté à tous. Alors du coup, tu me corrigeras, hein, mais donc PIM Mobilité, vous développez donc des hubs de connectivité et de déplacement. Donc là, vous êtes sur des lieux finalement de la mobilité et vous êtes confronté à différentes formes de déplacement. C'est bien ça? C'est ça, c'est P-Mobility avec un Y à la fin. Mais c'est Ah, pas grave, en anglais, pardon. pas de souci. Oui, nous, en fait, on investit des lieux qui sont stratégiques pour la mobilité, hein, des parvis de gare, des parkings d'entreprise, des plages même. On les investit en proposant des mobiliers qui sont déplaçables, complètement clés en main, autonomes en énergie, sur lequel, en fait, on va mettre du portique vélo, on va mettre différentes options, les appareiller, de façon en fait à facilement proposer du service sur ces sites stratégiques. Voilà. Ce sont des petits hubs de mobilité en bois qu'on vient déposer clé en main avec différents services. Voilà. Bon, j'imagine que vous êtes attentif aux dernières innovations de déplacement et du coup, ça sera un œil aiguisé qui pourra étudier les projets qui nous seront présentés juste après. Également avec nous, Martin Certain-Bresson, donc Société 3D Reality. Du coup, vous adressez différents marchés, et notamment le marché de la mobilité, avec un accompagnement sur tout ce qui est la fabrication et la pré-série. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc bonjour, Martin Certain-Bresson. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis responsable technique chez 3D Reality et donc on gère des projets pour des prestations de bureau d'études ou de fabrication. Donc on est aussi un service bureau et donc on gère des projets, que ce soit pour de la fabrication en impression 3D, thermoformage, injection, silicone et tous les besoins de fabrication un peu sur mesure pour du prototypage et de la petite série. Et notamment, du coup, pour des projets dans la mobilité où on n'a pas forcément besoin de grandes quantités, mais on a besoin de pièces techniques et donc on sait y répondre. J'imagine que c'est une phase importante effectivement dans le développement de start-up hardware où il y a toute une phase d'itération, on en parlait juste avant, de conception et d'itération multiples pour arriver au bon produit. Du coup, pour ouvrir le bal, nous avons du coup plusieurs startups qui sont là. Alors, est-ce que tout le monde est bien connecté? On va avoir notamment donc la société Bymos qui présentera du rétrofitting donc, de véhicules. La société La Barquette qui est avec nous. Vous nous entendez bien? Oui, on vous entend bien. Parfait. Parfait. Alors, du coup, je vais vous proposer de commencer la session de pitch, comme ça se fait bien dans le domaine des startups de pouvoir vous présenter. Alors, c'est un exercice qui n'est pas facile, donc c'est une présentation à la fois courte et en même temps, il faut être efficace, il faut bien expliquer le concept. Alors, du coup, j'ai aussi avec nous, donc on va juste vérifier que tous les micros marchent et tout va bien. L'équipe, Mostefa Abdou de Bymos, est-ce que tu nous entends également? Oui, bonjour Florian, bonjour à tous. Bienvenue. Je vous entends parfaitement bien. Super. Et également Alexandre qui est avec nous.
Est-ce que tu nous entends Et je vous entends très bien aussi. Est-ce que vous m'entendez bien de votre côté? Impeccable. Bah, on est prêt, on a hâte de découvrir les projets que nous allez préparer pour aujourd'hui. Donc, en termes de passage, on aura aussi donc normalement la société MakerGo avec Julien qui va qui va certainement monter sur scène d'ici quelques instants. Pour l'ordre de passage, on aura du coup la société Bymos qui commencera. Voilà, parfait, Julien qui nous a rejoint. Impeccable. Donc, Bymos ouvrira le bal. On aura également la barquette en seconde position et donc MakerGo. Puis, on terminera avec Alexandre Aubier de Creaparts avec le projet Ringblock. Alors, pour que l'exercice soit parfaitement maîtrisé, on va ouvrir un petit chrono. Donc, vous aurez donc 5 minutes chacun pour présenter le projet. En régie, est-ce qu'on peut nous confirmer que le chrono peut être lancé? Alors, la régie n'est pas connectée. Du coup, parfait, ça marche, impeccable. Eh ben, je vous propose, donc l'équipe de Bymos commence à ouvrir le bal avec la première session. C'est parti, vous pouvez partager bien sûr votre écran ou une vidéo, une présentation si vous le souhaitez. Bonjour à toutes et à tous, merci de me recevoir. Je vais, je pense, immédiatement vous faire partager une vidéo de présentation parce que je pense que le métier du rétrofit est quelque chose de hardware, mais en image, c'est beaucoup plus simple à expliquer. Puis ensuite, je vous présenterai d'autres images de ce que nous faisons au sein de la structure et je parlerai enfin de la structure et de moi. Voilà. Alors, je vais partager. Hop. Et là, hier, quand je l'ai vu pour toute autre chose, c'est pour maintenant, il dit non, mais ça va être. Ça, c'est du temps. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. C'est parfait, on voit bien. Vous avez le son aussi? Ça, c'est souvent. Effectivement, et on le passe pour les petites choses. C'est bien. Il faut mettre le genre, vous savez, comme je vous dis, faire des pochettes et tout, tu vois. Tu vois, par exemple, il y a le fournisseur Autotech, là. C'est pas bon, tu vois, ça c'est ponctuel, mais malgré tout, c'est un mec que tu soit on reçoit, par exemple, Wurt, on vient de passer une commande. Wurt, il envoie une facture. Alors, du coup, la qualité de la vidéo n'est pas. Je pense qu'il y a un petit peu de temps de connexion. Peut-être, Mostafa, peut-être enchaîner sur une présentation du concept à l'oral, je pense que ça sera plus facile. Connexion alors, donc voilà, ce que vous avez pu voir donc la société Bymos qui est spécialiste du rétrofit de Defender Land Rover de 1966 jusqu'à 2006. Notre claim, c'est l'authenticité du passé associée au meilleur du futur. Il faut savoir que 75% des Defender Land Rover sont sur la route dans le monde. Il fait partie des 8 à 10 véhicules les plus polluants du monde. Donc naturellement, on s'est orienté à un moment donné pour accompagner la décarbonation de nos villes, nos centres-villes et de nos campagnes vers ce véhicule-là. Donc notre objectif, nous, c'est d'enlever le moteur thermique de ce véhicule-là et de le remplacer par un moteur électrique, un groupe motopropulseur électrique.
avec batterie. Le système de conversion qu'on a mis en place est aussi éligible à terme à l'hydrogène. Plutôt que de mettre des batteries en lieu et place de combustion, on mettra une bonbonne d'hydrogène et on aura notre pile à combustible qui pourra envoyer un peu d'électricité sur notre moteur. Ce qu'on fait, on fait du rétrofit entre guillemets basique, mais on fait du rétrofit aussi un peu plus poussé vers ce qu'on peut appeler du rétrofit un peu artistique. On va aller aussi chercher toute une rénovation full du Defender en utilisant des matériaux recyclés. Par exemple, on travaille avec l'atelier des matières à Paris qui nous permet justement de recycler nombre de vêtements qui ont été déconstruits et on va pouvoir les reconstruire sur une partie aussi bien fauteuil, tableau de bord, cuir végétal, etc. etc. Notre objectif, nous, chez Bymos, c'est de convertir l'ensemble des Defenders en France, mais aussi l'ensemble des motos BMW série R que nous faisons au sein de notre atelier. On utilise aussi beaucoup de choses qui sont fabriquées en Rhône-Alpes, puisqu'on est une entreprise lyonnaise et une terre d'automobile. Donc, nos batteries, nos ensembles de groupes motopropulseurs sont assemblés en Rhône-Alpes, fabriqués en Rhône-Alpes, non pas les piles, mais surtout la batterie. Voilà, j'ai essayé d'être précis, concis, rapide. Désolé pour la vidéo, mais en tout cas, notre objectif, c'est vraiment de décarboner un peu notre ville et nos agglomérations. Parfait. Merci. Donc, le timing s'est arrêté. Je propose du coup d'enchaîner avec la Barquette, donc société grenobloise. Bonjour, vous m'entendez bien? Parfait. Donc, je m'appelle Martin Lambert-Moisan et avec mon associé Thomas Tirel, on a fondé l'entreprise des cycles La Barquette il y a un peu plus de 2 ans. Donc, au sein de cette entreprise, nous fabriquons artisanalement des vélos cargo à Grenoble. Juste pour toucher 2 mots rapidement sur la fabrication. Donc, nous, on reçoit des tubes bruts qu'on découpe, qu'on plie, qu'on forme, qu'on perce. Puis qu'on positionne et qu'on soude. Donc, on part vraiment de zéro, on va dire, dans la fabrication du cadre. Voilà, ce sera utile pour un tout petit peu la suite de la présentation. Donc, notre produit, nous avons choisi de le baser sur 3 axes. Le premier, c'est le côté fait main artisanal à Grenoble. Nous produisons à la main. Quand tu dis nous, c'est Thomas et moi. Donc, il y a un sacré paquet d'opérations, comme je le disais un peu précédemment, de découpe, de mise en place, de soudure. Et pour tout ça, on a choisi, en parallèle du coup de travailler artisanalement à la main, d'incorporer des moyens de production que je qualifie de semi-industriels, dans le sens où ils nous aident à assurer une certaine répétabilité des opérations, une maîtrise aussi des opérations, parce que du coup, le vélo, c'est un domaine où on recherche des précisions qui sont quand même relativement élevées. Et du coup, donc, en quête de répétabilité et d'optimisation de fabrication, on s'est fabriqué beaucoup d'outillages que je qualifie de semi-industriels. Et dans cette idée aussi de fait main à Grenoble, il y a, je pense que vous vous en doutez, une forte volonté de localité. Et c'est pourquoi on a choisi de travailler avec un maximum possible de fournisseurs locaux. Il y a une carte du coup qui en décrit certains. Pour être complètement transparent, aujourd'hui, il y a certains points sur lesquels on a encore du mal à être locaux, parce que Shimano, ça reste Shimano et c'est fabriqué en Asie. Mais du coup, on opère une certaine veille industrielle sur les composants et sur la production française et européenne pour essayer de continuer à se fournir le plus localement possible. Second axe sur lequel on a axé la conception de notre vélo, c'est un design simple et facilement réparable. Donc, pour ça, on se positionne un petit peu en opposition avec le marché du vélo cargo aujourd'hui, qui de plus en plus propose des formes de cadres compliquées. Alors, si je voulais être un petit peu provocant, je dirais des vélos conçus par des designers et pas par des ingénieurs. Ce qui n'a rien de mal, mais qui sort en fin de compte un vélo qui est particulièrement cher pour les clients. Nous, on pense qu'il y a un réel marché sur un vélo simple qui reste un vélo qui est réparable par tout le monde. Et qui est à un prix qui est bien plus accessible. Donc, on peut citer par exemple certains choix techniques qu'on a fait, d'utiliser comme poutre principale du vélo un tube carré
qui nous aide pas mal sur les mises en position de tubes avant le soudage et la préparation des tubes. On peut également citer la direction par tringle, du coup, qui à nouveau est simple, pas cher, facilement réparable et maintenable. Dernière solution, alors là du coup c'est plutôt dans les choix de composants, c'est qu'on a choisi d'électrifier notre vélo avec un moteur Bafang qui s'insère dans un boîtier de pédalier classique, ce qui du coup nous permet de produire les mêmes cadres, qu'ils soient à destination d'un vélo assisté électriquement ou ça reste sur un vélo musculaire. Et le dernier axe sur lequel on a conçu notre vélo, c'est la modularité, toujours dans le même esprit, un seul cadre pour tous les usages, où du coup aujourd'hui on arrive à produire un même cadre à destination à la fois des coursiers avec une plateforme par exemple très minimaliste qui permet de faire dépasser des charges volumineuses sur les côtés du vélo, à une caisse familiale équipée d'un banc pour asseoir les enfants, ou à une caisse à destination des artisans, parce qu'on pense à l'électricien qui a besoin de laisser un petit peu de matériel dans son utilitaire quand il est en intervention en ville. Je n'ai pas la vue sur le chrono, mais je pense que je suis pas mal. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance au suivant. Parfait, merci. Même un petit peu d'avance, donc c'est très bien. Du coup, on va passer donc à l'intervention de MakerGo avec Julien Houdin. Donc, je te laisse ouvrir ton micro et partager si tu as une présentation. Bonjour à toutes et tous, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce Mobility Challenge. Je m'appelle Julien Houdin, je suis ergothérapeute et créateur de la société MakerGo Solutions qui propose du conseil, de la conception et de la formation dans le champ des technologies d'assistance. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet de mobilité un peu particulier, un projet de mobilité numérique qui s'adresse aux personnes à mobilité réduite. Parce que c'est vrai que quand on pense à la mobilité, on imagine tout de suite des skateboards électriques, on pense à des solutions de mobilité douce ou à des solutions de motorisation par hydrogène, mais les personnes à mobilité réduite sont des personnes qui ont un vrai besoin de pouvoir se déplacer, et notamment dans les mondes virtuels. Il faut savoir qu'en France, il y a 1 million de personnes qui utilisent un fauteuil roulant pour pouvoir se déplacer au quotidien, et parmi elles, 100 000 personnes utilisent un fauteuil roulant électrique, un fauteuil roulant motorisé. Ces personnes rencontrent de nombreuses difficultés dans les activités de la vie quotidienne. Et il y en a une qui est plus gênante que les autres dans notre monde contemporain, c'est celui de pouvoir accéder à des dispositifs de contrôle informatique. Par exemple, pour contrôler une souris quand on n'a pas l'usage de ses mains, ça peut être très compliqué. Et pour pouvoir jouer aux vidéos, il en est de même. Il existe des solutions sur le marché, mais elles sont très coûteuses. Par exemple, pour pouvoir piloter une souris avec le joystick de son fauteuil roulant, il faut dépenser entre plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Et pour ce qui est des jeux vidéo, il n'est à l'heure actuelle pas possible de jouer aux jeux vidéo directement avec le manipulateur du fauteuil roulant d'un utilisateur de fauteuil électrique. Face à ce constat, étant ergothérapeute, j'ai designé au sein d'un Fab Lab intégré à un établissement médico-social un petit boîtier qui utilise la commande familière et habituelle des utilisateurs de fauteuil roulant, à savoir leur joystick de fauteuil roulant électrique, pour pouvoir effectuer des mouvements de souris et pouvoir jouer aux jeux vidéo. Son principe de fonctionnement est assez simple. C'est un petit boîtier que l'on vient placer sur le manipulateur du fauteuil roulant. Il y a 2 modes, un mode souris. Les mouvements effectués sur le boîtier permettent d'envoyer un signal de souris aux différents systèmes à contrôler, que ce soit un PC, un smartphone ou une tablette, et un mode jeu vidéo, qui était jusque-là inédit sur le marché, qui va émuler la fonction de stick droit ou stick gauche d'une manette de jeu vidéo. Le développement de cette solution s'est fait entièrement avec Fusion 360 comme logiciel pour la partie CAO et pour la partie électronique. Pour la partie CAO, le boîtier se veut modulaire et va embarquer l'électronique. Il va être l'interface avec la personne en servant de préhension. On verra tout à l'heure les possibilités de personnalisation. Et l'électronique est assez simple, en fait. Il s'agit d'un gyroscope, une centrale de mesure inertielle qui est intégrée au boîtier, qui va détecter les mouvements que l'utilisateur effectue sur son fauteuil roulant. Il y a 2 boutons, un bouton pour réinitialiser le capteur, faire un reset, en mode joystick de jeu vidéo, et un clic gauche et un clic droit pour la fonction souris. À côté de ça, il y a un petit microcontrôleur
qui va gérer ces différents capteurs et qui va dialoguer avec les appareils à contrôler, avec une connexion filaire USB, que ce soit pour un smartphone, une tablette, un PC ou une console de jeux vidéo. Là, on peut voir des exemples de personnalisation. On sait que la personnalisation est primordiale pour des besoins ergonomiques. On n'a pas forcément la capacité de pouvoir saisir des objets. Donc là, avec l'impression 3D, la technologie utilisée, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la technologie FDM, on peut facilement adapter la poignée aux besoins ergonomiques des personnes et surtout, ce qui est très important, à l'aspect esthétique en termes de forme, de choix, de couleur. On sait qu'une aide technique qui plaît est une aide technique qui va être utilisée. Alors, à l'heure actuelle, Joy2Joy a des prototypes fonctionnels. Ça fait maintenant 1 an qu'on développe ce produit. On l'utilise régulièrement avec des utilisateurs au sein d'un fauteuil médicalisé qui peuvent du coup jouer aux jeux vidéo, contrôler une souris avec le même dispositif pour un coût très limité. L'idée, c'est de rendre ce dispositif et cette technologie accessible au plus grand monde. Pour ce, différentes solutions. On a utilisé la voie de l'open source. Les plans sont en libre accès sur Internet pour pouvoir reproduire cette aide technique. Il suffit de pouvoir accéder à une imprimante 3D, un petit peu de matériel électronique et quelques compétences en électronique, des petites soudures pour pouvoir reproduire cette aide à bas coût. À l'heure actuelle, hors de notre laboratoire de fabrication numérique, une dizaine de dispositifs ont été fabriqués en France et dans le monde, aux États-Unis, en Hollande. Il y a très bon retour des utilisateurs. Et j'ai également eu beaucoup de demandes de personnes qui n'avaient pas accès à l'impression 3D et qui souhaitaient pouvoir y accéder en tant que produit fini. Donc prochainement, l'idée, ça va être de pouvoir mettre sur le marché ces petits dispositifs à un prix bien inférieur à ce qui est habituellement pratiqué dans le champ du handicap. On veut rester sous la barre des 200 € pour que ces technologies restent accessibles, tout en conservant un aspect open source pour que quiconque puisse le reproduire, le modifier, le personnaliser, changer le boîtier et le réparer au besoin. Donc, comme je vous le disais, il y a cette notion d'accessibilité qui est très importante et il y a différentes expérimentations qui sont en cours. Au-delà des jeux vidéo et du contrôle de la souris, on travaille en ce moment même sur l'utilisation de Joy2Joy, ce petit dispositif pour faire de la simulation à la conduite d'un fauteuil roulant. Et ceci va avoir des débouchés thérapeutiques. Et alors, les utilisateurs aiment ce dispositif. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que récemment, on a obtenu une reconnaissance des sociétés scientifiques, à savoir la SOFMER, la Société française de médecine physique et de réadaptation, qui a promu lauréat d'un prix innovation le projet Joy2Joy pour les débouchés qu'il pouvait apporter dans le champ de la rééducation, réadaptation, et c'est plutôt très positif. Merci. Donc maintenant, l'idée, ça va être aussi de travailler. Julien. On a dépassé un tout petit peu le temps, mais on va pouvoir garder un petit temps pour les questions, du coup, après vos interventions. Merci pour votre attention. L'occasion de rebondir. Merci beaucoup. Du coup, dernière présentation de projet. On va laisser la parole à Alexandre pour le projet Ringbok. Du coup, quand tu es prêt, Alexandre, bonjour. Lance-le. Est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Oui, parfait. Bon, très bien. Je vais vous présenter la société Créapart, c'est plus particulièrement la marque Ringbok. Je suis Alexandre Aubier, designer dans cette société. On développe ce véhicule, puisque c'est un véhicule dit de micromobilité ou de mobilité alternative, depuis plus de 2 ans. Il a pour objectif de proposer, dans une sobriété maximale, un maximum de fun. On a essayé de ne pas lésiner sur le fun, justement. L'objectif de cette sobriété, bien sûr, c'est d'utiliser le moins de matériaux possible, le moins d'énergie pour le déplacer, ce véhicule. Tout ça, tout en garantissant quand même un service qui soit de qualité maximale, service avec la sécurité et également un fun de pilotage. C'est vrai qu'on a conservé là-dedans l'objectif d'avoir des sensations de pilotage très intenses. Donc, je vous présente là le Ringbok O1, le premier de la série, qui se compose de briques élémentaires, un moteur, un contrôleur moteur. C'est un véhicule auto-balancé, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a qu'une seule roue. Et derrière, il y a également un logiciel, bien sûr, de pilotage. Tout ce véhicule a été conçu en grande partie avec Fusion 360 et quelques logiciels parallèles qui ne sont pas des logiciels de conception industrielle. On reviendra dessus plus tard. Alors, je vais passer... On va voir si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? J'espère que vous me voyez. Oui, c'est bon. Donc ça, exactement. Ça, c'est moi quand je suis arrivé à l'île de la Réunion, puisque je vous parle depuis l'île de la Réunion où est développé ce véhicule. Et si vous regardez très très loin derrière moi, à l'horizon,
10 000 km plus loin, c'est vous. Voilà. Donc, ça, c'est le segue avec lequel je suis arrivé sur l'île et j'ai pu profiter de cette capacité de franchissement et ce confort de pilotage sur beaucoup de zones, y compris des chemins de forêt, ce genre de choses. Donc, ce sont des véhicules qui, au-delà de l'aspect ludique, sont des véhicules qui sont très opérationnels finalement dans des contextes parfois accidentés. Alors, le mot est juste, je crois, quand je parle d'accidenté. Voilà, il faut savoir que le développement de ce véhicule s'est fait avec parfois quelques déboires. J'ai donné de ma personne. Non, si je vous dis ça, c'est parce que l'un des aspects très importants dans la mobilité, c'est de proposer une mobilité qui soit considérée, qui soit perçue comme sécuritaire. Alors, on parlait de Fab Lab. Ici, on a un Fab Lab qui est très connu, qui est le Fab Lab de Saint-Denis, qui nous a beaucoup aidé dans la conception des différents produits. Les ateliers également qui sont périphériques, puisque l'objectif d'un Fab Lab, c'est de faire le lien entre les ateliers professionnels et on va dire, les amateurs. Nous étions une start-up au tout début. Ils nous ont permis, par exemple, de scanner et de remodéliser des selles de véhicules, d'assembler des billes de plus de 400 mm de diamètre, de développer des moteurs, de faire des tests avec des bancs d'essai développés dans le Fab Lab sur des suspensions, et également travailler sur de l'électronique de prototypage. Donc là-dessus, je passe un petit peu. Voici le tout premier prototype que nous avions fait sur le monocycle. Alors bien sûr, c'est quelque chose de très rudimentaire et un petit peu loin du projet, mais c'était le premier prototype qui nous a permis déjà de valider pas mal d'aspects. Premier prototype qui, donc, dans un des ateliers partenaires, a pu être essayé, mais je ne vais pas passer de vidéo, sinon on va perdre beaucoup trop de temps. Voici pour les visuels. C'est un véhicule qui se veut minimaliste, donc il est pliable, bien sûr, comme vous pouvez le voir sur ces visuels. Voilà à peu près ce que ça peut donner mise en scène dans une ville. Et voilà l'aspect vue de profil, justement, qui en révèle un petit peu toute cette finesse. Alors, le moteur était bien sûr un hubless. Ça peut paraître strictement un souci de designer. Non, en fait, c'est très physique. On est allé chercher l'extérieur du pneu pour pouvoir avoir un couple maximum. Pour équilibrer un véhicule, ce qui est important, ce n'est pas la vitesse, c'est la force du moteur. C'est pourquoi on a développé ce moteur hubless, un peu à la manière d'une autre marque qui s'appelle Verge, qui développe un moteur très puissant pour la moto. Je vais rapidement aller sur la présentation ici, puisqu'il me reste très peu de temps. Donc la mobilité, très rapidement, l'objectif de la micromobilité, ce n'est pas de concurrencer la voiture, c'est d'être partenaire avec les gros transports, la voiture comme le bus et le tram et ce genre de choses. Ce véhicule s'inscrit dans les EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés. Donc c'est la gamme que vous voyez tout à droite qui se déplace à 25 km/h. On a essayé de le rendre maximum sûr. L'objectif, c'est de séduire des personnes qui ne seraient pas allées vers cette mobilité. C'est pourquoi on a développé ce véhicule avec tous les accessoires de sécurité. Alors, je vais aller directement puisque mon temps est déjà passé. Et surtout, une intuitivité à la pratique de ce véhicule. On utilise l'autobalancé, donc en fait, on utilise des réflexes du corps. Et comme on est assis sur ce véhicule, on peut poser les pieds pour commencer à appréhender un petit peu ce nouveau domaine. Voilà, je pense que je n'aurai pas le temps d'aller plus loin, mais pour les caractéristiques du véhicule, on peut, dans un contexte privé, rouler jusqu'à 50 km/h. C'est 25 km/h normalement. Le moteur fait 2000 watts. On a de base 50 km d'autonomie, mais on peut l'augmenter grâce à des batteries supplémentaires à 100 km. On a toute la sénilétique lumineuse et particularité, la batterie peut être détachée en plusieurs blocs pour être transportée par avion dans des conteneurs. Et donc, on peut partir en avion avec notre véhicule, ce qui normalement est assez compliqué avec une trottinette. Voilà. Merci pour cette présentation. Du coup, vous pourrez bien sûr, après ce Mobility Challenge et en passant en temps networking, visiter le salon virtuel et le public pourra venir vous rencontrer et répondre aussi, pour répondre à leurs questions. Merci à tous les quatre pour ces projets. Du coup, des projets assez différents. Du coup, le jury va délibérer entre midi et 2 avec les projets qui ont été présentés. N'hésitez pas à nous renvoyer, si ça n'a pas été le cas, les documents que vous avez présentés aujourd'hui. On jugera du coup ces 4 projets, tous les 4 très intéressants, en tout cas pour ma part, je me suis régalé sur leur originalité, leur valeur sociale et écologique,
la qualité de la présentation et la qualité de la conception qui aura été présentée. Donc, moi, je pense que le jury aura un petit peu de boulot. Ça ne va pas être facile de départager. Je rappelle qu'à la clé, il y aura des licences, licence logicielle Fusion 360, un accompagnement de 1 an, ainsi qu'un budget de prototypage pour vous aider dans vos itérations. Merci à tous, merci au jury. J'espère qu'ils ont pris plein de notes, qu'ils ont été attentifs. On se retrouve tout de suite, on enchaîne avec une session networking, de nouveau pour continuer les échanges. J'invite nos invités et nos pitchers à rester un petit peu sur le salon. Si vous avez des questions pour eux, vous les retrouverez. On peut donner rendez-vous sur l'étage 2, par exemple, parce que l'étage 1 était bien complet tout à l'heure. Donc, je vous encourage, Alexandre et Mostafa et toute l'équipe de pitchers à aller sur l'étage 2 juste après cette partie de Mobility Challenge. On se retrouve donc 30 minutes de networking avec de nouveau du job dating, des helpdesk et toutes les équipes qui sont à votre écoute pour vos questions techniques sur Fusion. Et on commencera les masterclass à 12h30. Donc, 2 masterclass avec nos experts Autodesk. Une première session animée sur l'impression 3D et une seconde sur l'électronique. Tiens, c'est les sujets qu'on a bien vus parmi nos startups aujourd'hui et les sujets de ce matin. Donc, ça sera l'occasion de s'y mettre de manière opérationnelle. Donc, vous pourrez ouvrir vos fusions ou prendre vos cahiers de notes pour passer du coup une masterclass studieuse. À tout de suite pour le networking.